Bonjour Gilles Boeuf, vous êtes avec nous dans cette dernière émission. Vous êtes à Bordeaux, nous sommes à Paris. Je suis à Bordeaux, exactement. Et Bonjour. voilà, et nous sommes contents, Sylvie Hulbach et moi-même, de vous recevoir. Vous êtes professeur de biologie, vous avez été directeur du musée d'histoire naturelle. Président. Président même, Oh là. voilà, soyons précis. Et vous avez participé beaucoup. Il y a deux mots peut-être qu'on peut, sans rentrer dans les 400 articles que vous avez publiés, je n'aurai pas le temps, mais il y a deux mots que peut-être qui vous caractérisent, c'est le goût pour la biologie marine et puis pour la biodiversité. Et puis sans doute d'autres choses, mais voilà. Alors, on est intéressé par savoir de votre point de vue comment vous ressentez donc cette transgression dont on parle depuis un jour et demi et dont on n'a pas fait le tour. Avec plaisir. À vous. En plus, je suis quelqu'un qui aime transgresser, donc oui, ça tombe bien. Je ne suis pas du tout conformiste. On va partir sur la première image, si vous voulez bien. Voilà, la question qu'on s'est posée avec Muriel, c'est effectivement, dans ces généralités qu'on évoquait durant ces 2 jours avec vous, d'approcher les questions d'acceptation des limites. Confucius disait déjà il y a fort longtemps, si l'humain n'est pas capable de comprendre et d'accepter ses limites, il ne pourra jamais s'adapter à rien du tout. Et c'est assez vrai. Je vous montre ici mon ire actuel, c'est la destruction systématique que l'humain organise sur cette planète parce qu'il détruit, il pollue, il dissémine tout partout, il surexploite, et en plus, il faut de très mauvaise foi pour dire qu'il est pour rien dans le changement climatique, cette accélération qui nous préoccupe. Donc, nos écosystèmes, ici, j'ai choisi les plus riches de la planète en nombre d'espèces ramenées à la surface. La forêt tropicale humide, j'ai pris un petit morceau de Guyane, 30 000 espèces sur un carré de 1 km. Et à droite, l'équivalent fonctionnel marin, le récif corallien. 5 à 6 000 espèces sur un carré d'1 kilomètre. Et puis au-dessus, Shanghai, une grande ville chinoise, on parle beaucoup de la Chine en ce moment, Shanghai, c'est tout simplement la moitié des Français. Voilà. Donc, on imagine bien l'impact à l'heure actuelle de l'humain sur ces systèmes. Sur l'image suivante, vous allez voir apparaître les questions, et là, je vais faire un clin d'œil à Muriel, parce que je vais revenir à notre gypsy d'il y a 4 ans, sur l'intranquillité. Pourquoi est-on intranquille aujourd'hui? On l'avait abordé, je me souviens à l'époque, avec Jean-François Toussaint. Vous avez 2 courbes sur la droite. En haut, c'est la température de surface de l'océan depuis 140 ans. Et en bas, c'est la montée du niveau de la mer, tout simplement. Cette mer, elle s'était arrêtée de monter depuis 5000 ans, 1 millimètre par an. Mais là, depuis 30 ans, elle monte à 4 fois plus vite que ce qu'elle faisait auparavant. Et je vous rappelle que plus de la moitié des humains vivent au bord de la mer aujourd'hui. Et que cherchez-moi les grandes villes qui ne sont pas au bord de l'océan, oui, quand on a enlevé Paris, Chicago ou Moscou, une énorme proportion des grandes villes sont au bord de l'océan. Et là, vous voyez que ce climat qui change avec la fonte du Groenland nous préoccupe beaucoup. Et là aussi, ce n'est pas que le climat change qui est aujourd'hui inquiétant, c'est qu'il change infiniment trop vite. C'est pour ça que, bien sûr, que les activités humaines sont fortement impliquées dans ce qui se produit. Et la petite grenouille qui est apparue là, elle est découverte par le grand Charles Darwin. C'était en 1831-32. Il la trouve dans les forêts de Patagonie. On ne la connaît pas. Vous savez comment on faisait à l'époque. On la met dans un bocal d'alcool et ça part à Londres. Et on la retrouve plus de 100 ans après sur les étagères du musée britannique. Et puis on dit, on ne la connaît pas, tiens, on va lui donner un nom. C'est le grand Darwin qui l'a trouvée. Et elle s'appelle Rhinoderma darwini. Elle ne vit que dans les grandes forêts d'Araucaria, ces arbres qui vivent entre 1000 et 3000 ans en Patagonie. Voilà, elle s'en va, ma grenouille, dans l'indifférence générale. Et pourquoi elle s'en va? Parce qu'on coupe tous ces arbres pour les remplacer par des pins et des eucalyptus, tout simplement, pour faire des cageots. Voilà le saccage organisé par l'humanité. Là, ce n'est pas le climat, c'est le fait qu'effectivement, cette grenouille ne s'adapte pas à ce qui se passe. Et sur l'image suivante, c'est notre vedette actuelle dont on a parlé un peu ce matin. Autre raison de notre intranquillité, pour mon clin d'œil à Muriel, c'est le coronavirus 19. C'est quoi ce truc? Un virus. C'est quoi un virus? C'est un parasite très opportuniste. Il a un gros problème, l'évolution ne lui a pas octroyé sa capacité à se reproduire tout seul. Donc il faut trouver des failles. Ils sont là depuis la nuit des temps, ces virus, bien avant les humains.
On sait maintenant que le génome humain est introgressé par une bonne partie, hein, plusieurs dizaines de pourcents de génome de virus. On a vécu avec depuis 50 000 ans, 100 000 ans, les sapiens vivent avec ces virus. Et bien voilà, celui-ci, il a transgressé quelque chose aussi. Il est passé de la chauve-souris à l'humain. Ça, c'est intéressant. Et quelque part, durant l'année 2019, vous voyez que qu'est-ce qu'on lui a offert comme faille pour pouvoir le faire? Pourquoi ce virus de chauve-souris, et là on est formel, qu'on arrête d'inventer des bêtises du style qu'il a été inventé dans un laboratoire, ce virus est un virus de chauve-souris. On n'a aucun point actuellement dans les séquences qu'on a regardées au muséum du coronavirus 19 d'imaginer qu'il... Alors certainement pas inventé, on ne sait pas inventer un virus complet. On en a assez dans la nature comme ça. On peut les bricoler quelquefois. Là on n'en a aucune preuve aujourd'hui. Eh bien voilà, il a muté et puis aujourd'hui il est infectieux pour lui. Comment ça s'est passé, c'est la vraie question. Sur l'image suivante, je vous montre, depuis la nuit des temps, depuis 4 milliards d'années, une goutte d'eau de mer. Voilà, ça c'est l'océan mondial depuis 3900 millions d'années. Les petits points jaunes des virus, les gros points jaunes des bactéries, les gros points jaunes des protistes. Les protistes, ce sont de grosses cellules à noyaux, ce qu'on appelle le phytoplancton, les levures aussi. Et vous savez très bien, René, qu'il n'y aurait pas de français sans levure, puisque sans levure, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière. Hein. Donc vous voyez que ces micro-organismes, c'est le vivant, c'est ça le vivant. Et ça, c'est 98% de la biomasse de l'océan. Les poissons et les baleines, c'est que 2%. Deuxième écosystème, sur l'image suivante, la suivante encore. Voilà, un sol. Un sol. Et c'est un de mes grands combats actuels. Nos systèmes aujourd'hui de massacre des sols de la planète par la mécanisation à outrance et les biocides, hein, herbicides, pesticides, insecticides, ont tué la moitié des sols de la planète. Et là, je vais être formel quelques secondes. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains, on arrive à ça, avec des sols qui sont morts. Donc, premier objectif, toute chose à faire cessante, ramener de la matière organique et ramener de la vie dans les sols. Là, je vous montre un sol vivant, 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons. Et puis nos chouchous, les tardigrades, des vers de terre, des nématodes, des collemboles, des acariens. C'est ça un sol vivant. Encore une fois, si on ne ramène pas ceci au niveau agricole, ça ne marchera jamais. Les sols du monde contiennent 2 fois plus d'espèces connues que tout l'océan. Troisième et dernier écosystème, qui va nous rapprocher de ce dont on parlait ce matin, ça c'est quoi? C'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. Vous voyez que l'utérus de la maman, alors ce bébé il est quasi dans les milieux axéniques, hein, est protégé par le placenta, dans son amnios. Au moment de la naissance, rappelez-vous, mesdames qui m'écoutez, il y en a beaucoup à Gypsy de femmes, eh bien c'est la rupture de la poche des os. Et à ce moment précis-là, les bactéries du corps de la maman vont aller, non pas contaminer, mais ensemencer ce bébé. Et un bébé humain, il met 3 années pour stabiliser sa flore, à lui unique. Et pour vous montrer, et c'est mon propos aujourd'hui, de vous démontrer que nous sommes le vivant, nous sommes la biodiversité, nous les humains, un corps humain. Il y a plein de médecins qui m'écoutent là. Hein. Eh bien c'est fantastique parce que c'est la même chose. Regardez en haut, en bleu, ça c'est le génome séquencé de microalgues marines que je vous ai montré tout à l'heure. Vous en avez en bas. Hein. Voilà des dinoflagellés du phytoplancton. Et là, depuis plus de 3 milliards d'années. Eh bien nous avons 1/3 de notre génome en commun, la partie codante de l'ADN, avec les microalgues du plancton. En rouge, ce sont des gènes de bébé. En bleu, c'est les gènes du phytoplancton. En gris, c'est nous. 1/3 de communauté génique avec ces micro-organismes, 2/3 avec une mouche. Et c'est là que je dis à l'humain, mais arrêtez d'imaginer qu'on est séparé du système. On est totalement dedans. Et en bas, pour vous achever, c'est votre lit ce matin. Parce que vous avez dormi dans ce lit. Et mon truc, il marche qu'on soit tout seul ou à 2 dans le lit. Ça marche très bien. On a, tous les humains, entre 1 et 2 millions d'acariens par lit. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils mangent nos poils, nos cheveux, les cellules de la peau qui se desquament. Voilà, c'est ça. On est dans le vivant jusqu'au cou. On ne mange que du vivant. Et on ne coopère qu'avec du vivant. Récemment, vous avez vu un très beau papier dans Nature, on le savait déjà, mais là, le papier est très clair et très beau. Il montre bien les relations qu'il y a entre la pathologie d'Alzheimer et des désordres
au niveau de la flore intestinale. Ben voilà. Et qu'est-ce que cible notre petit Covid-19? Il tue des gens âgés, ok. Il tue des gens en surcharge pondérale, 84%. Diabète de type 2, hypertension artérielle, c'est intéressant ça. Qui ne font pas de sport du tout. En fait, ce virus cible nos fragilités. Il s'est installé à cause de nos fragilités. On lui a permis, on l'a pas créé le virus, mais on a créé les conditions de son émergence. En allant chercher des chauves-souris sauvages et en les ramenant vivantes sur des marchés. Et là, elles ont contacté d'autres animaux. Alors, on a parlé du pangolin, on n'en est pas certain du tout. En tout cas, pour le SARS-CoV-1, c'était la civette masquée. Pour le H1N1, il y a un siècle, c'était le canard. Pour le MERS, il y a 10 ans, c'était le dromadaire. Chaque fois, animaux sauvages, animaux domestiques, l'humain. Dès qu'on maltraite ce vivant et cette biodiversité, parce qu'on a oublié qu'on en fait partie. Donc ma conclusion à ce niveau-là, c'est de vous dire que, admettons que nous sommes le vivant. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on va aller l'agresser, on s'auto-agresse soi-même. Ce qui est vraiment stupide pour une espèce qui s'appelle Sapiens. Voilà où les transgressions sont essentielles. Qui enseigne ça? Est-ce que nos élites savent qu'ils sont faits à moitié de bactéries? Non! Un humain, c'est au moins autant de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines. Cessons ces stupidités actuelles. La suivante. Voilà, c'est ça la biodiversité. Vous voyez ici que la biodiversité, ben, c'est ça, c'est ce qu'on mange. Si j'enlève ici le nickel découvert, et si j'enlève effectivement les bouteilles qui sont là, eh bien, très clairement, nous sommes le vivant et nous ne mangeons que ça. Sans levure, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de bière. Tout à l'heure, je disais, et on s'est mis à élever quelques animaux. Image suivante, c'est l'image ici de la vache. 1,3 milliard de vaches, beaucoup trop. Elles ont un effet plus important sur le climat qui change que les avions. Et puis 2 livres sortis récemment qui nous montrent justement ces questions-là. Sur l'image suivante, ici un livre très beau, Jamais seul, de Marc-André Sellos, les micro-organismes du sol et un arbre. Et au-dessus, tous entrelacés, l'image suivante, un livre de Éric Batteste. Un corps humain, c'est un entrelac incroyable de micro-organismes dans lui et sur lui de cellules humaines. Voilà, c'est ça la biodiversité. Il faut absolument qu'on s'en imprègne en permanence. Image suivante. Moi, je résume un petit peu la démographie humaine ici. Vous voyez qu'on est parti il y a 3,2 millions d'années en Afrique, des bifaces, un caillou taillé. On n'a que ça pendant 3 millions d'années, on n'a que ça comme arme et comme outil. On ne fait pas trop de dégâts. Tout va s'aggraver lorsque les polytechniciens de l'époque inventent l'arme de jet. Je tue à distance. Et là, vont devenir aussi intranquilles, Muriel, les animaux dangereux comme le lion, le tigre ou la hyène. Parce que ce petit humain, tout noir, tout poilu, on était tous noirs au début, hein, ça c'est clair, il faut bien le dire. On a éclairci après, dans les hautes latitudes. Eh bien, on est capable de tuer à distance. Ça va tout changer. L'arc et la flèche, bien sûr. Après, on va inventer la roue. L'arme à feu. Donc, ces armes de jet vont tout changer dans la relation de l'humain à la faune sauvage, bien sûr. Et c'est vrai que, regardez la démographie, nous sommes 5 millions d'humains il y a 10 000 ans. On arrive à 8 milliards aujourd'hui parce qu'on a inventé la domestication animale, l'agriculture, les âges des métaux, et puis après la machine à imprimer, la machine à vapeur, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs. Tout ça a permis à l'humain de passer à ces 8 milliards. Et regardez les 2 seules fois où l'humanité a régressé en nombre, ce n'est pas des guerres ou du terrorisme, hein, c'est des maladies infectieuses. Les grandes pestes noires, une bactérie, la peste de Justinien au IVe siècle, les pestes du Moyen-Âge, et après, il y a un siècle justement, la grande crise épidémie, pandémie de grippe espagnole, qui n'est ni une grippe ni espagnole. C'est ça qui s'attaque à l'humanité. Alors ce petit Covid aujourd'hui, il n'est pas très méchant. Il va tuer dans nos civilisations 1% des gens qui réagissent mal à l'infection par le coronavirus. Son collègue d'il y a 20 ans, il tuait 70%. Donc voilà, biodiversité en danger parce qu'on détruit et on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout et le climat change trop vite. Alors voilà, si on ne change pas, si on ne transgresse pas, on s'en sortira pas. Sur la suivante, voilà, le climat c'est pareil. Le climat, 2 scénarios possibles parmi d'autres. Hein. On laisse tout faire. On se prend 4 degrés d'ici la fin du siècle. La Terre va devenir inhabitable. 4 degrés, ça veut dire des mois d'août à Paris au-delà de 50 degrés, avec une Seine à sec. Il faut voir ce que ça représente.
Et en bas, on réagit. C'était l'accord de Paris, rester en dessous de 1,5 à 2 degrés. Et pour ça, il faut laisser là où ils sont. Sacrée transgression, vous imaginez bien. 80% des gisements connus actuels de charbon et de pétrole. Voilà. Alors pour ma conclusion, qu'est-ce qu'on fait maintenant face à tout ça? Sur l'image suivante, prévoir à long terme. Quelle transgression? Je vous rappelle que vous nous posiez la question transgresser, scandale ou nécessité. Pour moi, il n'y a rien de scandaleux là-dedans. De toute façon, le scandale, quelquefois, fait avancer les choses. Hein. Transformation, pour moi, c'est même plus... Edgar Morin parle de métamorphose, je suis entièrement d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'on fait pour le climat, pour l'accès à l'eau? Je rappelle à mes amis médecins qu'un bébé humain qui vient au monde, il est fait à 3/4 d'eau, petite fille ou petit garçon. Comment on gère nos déchets spatiaux, nos déchets nucléaires? Comment on stocke ce CO2 qui nous empoisonne aujourd'hui, alors que c'est un élément essentiel pour le vivant, hein. Comment évolue la biodiversité? Quelle gouvernance pour tout ça? Et pour ça, moi, je m'intéresse beaucoup à un aspect sur l'image suivante qui s'appelle le biomimétisme, hein, où là, on est en train, effectivement, de regarder le vivant pour mieux faire. Alors voilà, ça, c'est le vivant innove depuis qu'il existe, en fait. On a dit 3,9 milliards d'années, vous vous rendez compte? Il innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes, ce qu'on ne se fait pas, nous, aujourd'hui. Image suivante, il le fait, ce vivant, avec une énorme économie d'énergie. Une libellule vole à 90 km/h avec 2 watts. Elle encaisse 30 G en accélération. Nous, on fait des machines à gaz épouvantables qui sont extrêmement dispendiaires en énergie. Le vivant peut faire des produits extrêmement toxiques et dangereux, des poisons terribles, un venin de cône ou de crotale, mais le vivant sait les dégrader. Et surtout, le vivant qui fait des déchets a toujours, dans le vivant, un acheteur pour ses déchets. Nous, on a inventé 50 000 molécules depuis les années 50 de la chimie de synthèse, dont on ne sait absolument pas se débarrasser parce que le vivant ne sait pas les utiliser. Pensez à la chlordécone, hein, ce drame dans les Antilles dans les années 90, où on a empoisonné pour gagner sur quelques centimes sur le prix de la banane nos îles de la Martinique et de la Guadeloupe pour 2 siècles. Le vivant travaille toujours dans des conditions très simples, basse température, pression naturelle. Et sur l'image suivante, le vivant travaille avec les éléments abondants. Un corps humain, c'est du carbone, de l'azote, de l'hydrogène et de l'oxygène, et des fifrelins de sélénium, par exemple, d'iode, des éléments qui sont plus rares, mais utilisés très précautionneusement. En ce moment, on est en train de bousiller des gisements de terres rares pour faire des téléphones portables ou tout ce que vous voulez. Donc la conclusion est claire, et là, quelle transgression pour tous les deux, hein. Ça va être effectivement de stopper cette économie actuelle qui consiste à faire du profit en détruisant la nature, en la surexploitant. Et sur cette image-là, et sur la suivante, je vais terminer, il ne m'en reste plus qu'une. Voilà, on me parle souvent, on me dit, oui, mais Gilles, c'est pas grave, la nature est effectivement résiliente. Oui, mais n'oubliez jamais une chose, vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Or, si on détruit, il n'y aura pas de résilience possible, évidemment. Les abeilles sont un beau modèle terrestre, les méduses en mer. Donc, résister à une agression, à un trauma, et si vous n'êtes pas détruit, peut-être revenir à un état plus ou moins ressemblant à ce qu'on avait avant. C'est ça la clé du système. Et je termine par un peu de philosophie. Sri Aurobindo, un des grands penseurs indiens, disait « L'homme ne peut plus supporter le développement gigantesque que lui a créé à l'extérieur. » Et ensuite, sur l'image suivante, il disait « Si l'humanité veut survivre, une transformation radicale. » Alors là, Muriel, si ce n'est pas une transgression, une transformation radicale de la nature humaine. Ce qui veut dire que, bon, aujourd'hui, il faut passer par là pour qu'on puisse s'adapter. Et je finis sur Edgar Morin, sur l'image suivante. Edgar nous dit la Terre, c'est un vaisseau spatial avec 4 moteurs. La science, ok. Comment la science, Étienne Klein, on en parle souvent, a été traitée durant cet épisode du Covid en France. Les gens ont passé leur temps à donner des opinions. Ça n'a rien de scientifique. On a dit un tas de bêtises. Quand vous demandez à un type dans la rue, est-ce que vous pensez que l'hydroxychloroquine est efficace? Ben, il a un avis là-dessus, figurez-vous. Et ce que dit Edgar Morin est important. Il dit que ces moteurs que sont la science, la technique, l'économie et le profit peuvent être très bénéfiques pour l'humanité ou très délétères. Et c'est vrai que le probable est très inquiétant. J'aime pas trop le terme de catastrophique parce que je ne suis ni un catastrophiste, ni un collapsologue. Parce que je crois à ce que dit Edgar ensuite, il y a toujours eu de l'improbable dans l'histoire de l'humanité. Hein, le pire n'est absolument pas certain. Mais lui aussi parle, comme moi, biologiste, de métamorphose, en fait. Il va plus loin que Sri Aurobindo. Comment on passe aujourd'hui, sur l'image suivante, de
l'homo faber qui sait faire des choses. On communique à distance en ce moment, vous vous rendez compte, à Sapiens, en étant démence en ce moment. Il disait au président Macron il y a quelque temps, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Voilà, je termine là-dessus en vous disant simplement que si on ne revient pas à ce qu'on est, profondément ancré dans l'histoire naturelle depuis la nuit des temps, l'humain est profondément cela, on n'arrivera pas à s'en sortir. Parce qu'un libéralisme débridé, comme c'est le cas aujourd'hui, amène à ces drames sociaux que nous vivons. Et pour ceci, il faut penser différemment. Donc allons-y, scandale et transgression. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant et en même temps assez terrifiant. Au fond, vous nous avez expliqué que, si j'ai bien compris, l'humain a transgressé les lois de la nature, que d'une certaine façon, au fond, ce qui se passe en ce moment, c'est une sorte de, je ne sais pas si le mot convient, mais de vengeance finalement, vis-à-vis des énormes dérèglements que l'humain a produits. Et vous pensez, et vous l'avez démontré, qu'il faut maintenant, d'une certaine manière, régresser, enfin, transgresser les habitus qui ont été pris depuis très longtemps et qui ont abouti à ces très grands désordres. Est-ce que vous nous laissez d'abord un espoir oui. de pouvoir penser qu'on va y arriver? Et ensuite, si vous deviez dire quelles sont les premières régressions positives, ou transgressions positives qu'il faut faire, c'est quoi? Et est-ce que vous pensez que le temps nous est encore laissé pour revenir à ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire un équilibre de la biodiversité, un respect de l'humain de la nature, pour revenir à des équilibres fondamentaux? Alors, il y a deux mots que je vais répondre. Il n'y a pas de vengeance. La nature n'a pas de dessein, bien sûr. La nature ne peut pas être le sujet d'un verbe aujourd'hui. C'est ce qui nous entoure, nous en sommes issus, nous sommes dedans. Et il n'y a pas de régression, parce que le mot régression est très négatif et les gens vont croire que c'est encore l'écolo qui veut nous ramener à la bougie. C'est pas ça du tout. Donc, et je crois franchement qu'on peut s'en sortir. J'ai écrit un papier récemment qui s'appelle, il faudra que je vous l'envoie aussi à René, je crois que j'ai envoyé à Muriel. C'est en fait la Covid-19, le virus n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est nous, très clairement, puisqu'on a permis son apparition. Et deuxièmement, vous vous rendez compte, en quelques jours, il a fait le tour du monde. Il n'a pas de pattes, il n'a pas d'ailes, il n'a pas de dessin particulier. Les vols qui quittaient Wuhan pour se poser à Milan, ça a été effroyable. On a une carte avec mon ami Cohen, qui est médecin à Paris, on voit au tout début, les Taïwanais ont mis une journée à stopper les avions chinois. On a mis 100 jours, nous, en France. Donc oui, c'est encore notre comportement. Et deuxièmement, ce qui est clair aussi aujourd'hui, c'est que bien sûr qu'on peut changer nos comportements. Bien sûr qu'on peut changer. Je ne suis pas collapsologue, je ne suis pas catastrophiste. Simplement ramener à la réalité. Et mon second papier s'appelle la Covid-19, un électrochoc collectif salutaire. Ben voilà. Franchement, c'est inquiétant et très préoccupant ce qui se passe, et très embêtant. Mais c'est pas si méchant que ça va tuer peut-être 2 millions d'humains. Hein. Je me rappelle que la grippe espagnole en avait tué entre 50 et 100 millions. Hein, quand on était 1,5 milliard sur la Terre. Là, on est 8 milliards en ce moment. Hein. Donc c'est suffisamment fort comme coup de semonce. J'espère qu'on va en tirer parti. Et quand j'entends aujourd'hui l'aéronautique me dire « Mais quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'avions qu'on avait avant ?» C'est pas possible. Vous savez combien d'avions volaient le 20 janvier 2020 ? Plus de 100 000 par jour. Surtout ne pas revenir à ça. Qu'on arrête de vendre des billets d'avion à 20 €. C'est pas leur prix. Donc c'est tout ça en fait. Un exemple typique, c'est le coût du baril de pétrole. Pourquoi les Gilets jaunes entrent en rébellion il y a 2 ans, en novembre 2018 ? Parce qu'on a augmenté de quelques centimes le prix du litre de gasoil. Le baril de pétrole valait à l'époque 100 $. Vous savez à combien est tombé le baril de pétrole le 20 mars 2020 en plein confinement ? Moins 30 %. Ben, c'est pas de la science, ça. Comment voulez-vous qu'avec des tels chiffres, on arrive à changer les choses? Ces spéculations sont ignobles. Donc voilà, je vous redonne de l'espoir en vous disant qu'on peut changer. Et ma conclusion, c'est de vous dire que le vivant a 4 milliards d'années. C'est la plus belle entreprise que la Terre n'ait jamais connue. Le vivant a subi les pires avatars. Alors, face à des agressions extérieures, impact de météorites, terribles éruptions volcaniques, tsunamis géants, on a connu ça. Il s'est adapté. Mais ce vivant, pour s'adapter, il a changé. Et nous, on ne veut toujours pas changer. Voilà, la réponse, elle est là. We have to change.
Bien, merci beaucoup Gilles Boeuf de cette intervention toujours passionnée et passionnante, bien entendu, et surtout le fait qu'on termine par une note d'espoir, et donc ça nous invite effectivement à transgresser oui, à changer, à modifier en tous les cas le cours des choses qui ne prend pas suffisamment de recul, et c'est vrai qu'on peut espérer finalement que de cette pandémie, il y ait une réflexion qui amène des changements durables, on va dire. C'est un pari, hein, mais c'est un pari. Mais je veux dire, il faut s'appuyer là-dessus. Tout n'est pas négatif dans la façon dont on a réagi et dont on a changé des choses par obligation. Maintenant, à faire qu'on puisse en faire un certain nombre par choix, hein, parce qu'on se rend compte de certaines circonstances.